Très chers internautes, bonsoir et bienvenue dans votre programme au cœur de l'actualité. Un rendez-vous qui traite de l'actualité nationale, internationale et mondiale. Au bulletin de l'information ce jour, les présidentielles 2025 au Cameroun, son Excellence Paul Biya, candidat à l'élection, a effectué une visite de campagne à Maroua. Au Tchad, la prise de commandement de la force mixte de sécurisation de la frontière Tchad-RCA désormais opérationnelle. En Côte d'Ivoire, l'éventuel rapprochement entre le COGEP de M. Charles Blé Goudé et les candidats Mme Simone Gbagbo et M. Awadon Melo. Au Maroc, les manifestations initiées par un collectif nommé Génération Z 212 ont retenu notre attention. On continue en France avec la démission récente du Premier ministre français, M. Sébastien Lecornu et son gouvernement. Toujours à l'international avec le plan de paix que propose le président des États-Unis, M. Donald Trump. Et pour finir notre édition, nous parlerons de la participation du président russe Vladimir Poutine à la 22e réunion annuelle du club de discussion internationale de Valdez. Qui de plus, pour décrypter cette actualité, si ce n'est notre invité exclusif, le politicien, le politologue, le stratège, l'analyste international reconnu, monsieur le président du nouveau mouvement populaire, le président Bandakani, qui nous a fait l'honneur de répondre présent comme d'habitude à cet appel et dont on a le plaisir d'avoir une fois de plus sur notre plateau. Bonsoir, président Bandakani. Bonsoir, madame Charlotte Djengelin. Bonsoir à ton co-intervieweur. Bonsoir à l'équipe technique qui s'occupe de nos plateformes. Bonsoir à tous nos internautes, nos abonnés, à qui je fais un coucou particulier. Ma reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous soutiennent dans cette dynamique horizontale, exaltante, mais jonchée d'énormes difficultés. Une fois de plus, je ne commencerai pas sans dénoncer ce que nous subissons, nos plateformes. On a encore vécu récemment, lors de l'émission de lundi, systématiquement attaqué, ciblé par les patrons, les maîtres du numérique, qui décidément ont maille à partir avec nos contenus. Ben, ça nous motive énormément à nous investir davantage dans le combat et à continuer à annoncer l'indépendance numérique du continent africain. Donc, je suis heureux d'être à mon poste. Nous aussi, nous sommes heureux d'être face à vous et vous êtes déterminés dans ce combat pour la numérisation et pour que le continent soit capable de tenir les leviers de ce monde qui plutôt est évolutif. Et ça, c'est pour le bien des générations qui viendront après vous, puisque le combat des pères est l'héritage des fils. Oui, c'est une continuation, c'est une continuité historique. C'est une longue chaîne. C'est une filiation historique. Nous ne sommes qu'un moment de cette filiation-là. Décidément que nous fassions bien notre travail, payer nos dettes à l'égard de ceux qui nous ont précédés et laisser un héritage à ceux qui vont continuer après nous. Je partage totalement votre lecture de cette tâche. Dans tous les cas, merci, Monsieur le Président. Et comme c'est la norme dans la nouveauté que le NMP, à travers ses plateformes numériques, apporte, je ne suis pas sur le plateau seul. Il s'agit d'une co-modération et je serai accompagnée tout au long de cette interview de Monsieur Ghislain Guesseux qui répond comme d'habitude présent à ce rendez-vous.
Bonsoir, très cher. Bonsoir, Madame Djingele. Vous allez bien, je suppose. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Une fois d'accord, Monsieur le Président, vous répondez présent à l'invitation de l'humanité. Oui, je suis là. Vous allez vous balader, Monsieur le Président, au cœur de l'actualité. Oui, c'est un voyage que j'aime bien. Voyage exactement, Monsieur le Président. Au cœur de l'actualité. Effectivement. Mondiale. Ah oui, Monsieur le Président. Vous allez traverser vous allez quitter votre Afrique natale. C'est ça le panafricanisme. Marcher vers l'Occident. C'est ça le Arriver en panafricanisme. Asie, Monsieur le Président. C'est ça le panafricanisme du XXIe siècle. Il est universel. Oui, il est universel. Il n'a pas le choix. Être en capacité de prendre en charge les problèmes de chaque pays africain, de tous les pays africains. Et ceci est impossible si on ne rapporte pas ça aux situations mondiales et aux enjeux déterminants, qui structurent la marche du monde. C'est pour ça qu'il est universel. Notez, Monsieur le Président. Je vous en prie. Votre président, le président Paul Biya n'a de cesse d'imputer la situation de son pays parfois aux conjonctures internationales qui influencent négativement, selon ses dires, tout à fait, les résultats qu'il est en train d'obtenir. Tout à fait. Depuis les efforts qu'il fait, parfois celles-ci sont essentiellement péjoratives et elles nuisent. Oui, un peu sisyphienne. C'est noté, Monsieur le Président. Le mythe de Sisyphe. Ah. Voilà. Éternel recommencement. Éternel recommencement, tant qu'on ne débloque pas les lois internationales qui sont totalement défavorables à l'Afrique, uniques comme il aime le dire, et tant qu'on ne change pas, on n'adapte pas nos modèles intérieurs, ça c'est important, parce que ça va ensemble. Et on sera condamné à la malédiction de Sisyphe. Je vais collaborer, Monsieur le Président. Il faut qu'on la congédie, Monsieur le Président. C'est la mission historique du panafricanisme. Il réussira, Monsieur le Président. Il a commencé. C'est noté, Monsieur le Président. Voilà. Président Vandakani, comme les couleurs ont été annoncées, nous allons justement commencer par le Cameroun et plus précisément, étant l'actualité brûlante au Cameroun, c'est la présidentielle d'octobre qui est déjà à l'horizon. Et nous avons appris par le biais du cabinet civil que le président Paul Biya allait effectuer une visite du côté du Septentrion dans le cadre de la campagne électorale du 12 octobre. Et ce qui a été fait, hier, nous avons assisté à cette visite de campagne-là et nous avons remarqué la foule plutôt enthousiaste qui l'a accueilli au stade de Lamido Yaya Daïrou de Marois, qui était plutôt dans le but de sa réélection pour le parti RDPC. Et c'est sur ce fait-là que nous voulons nous attarder, puisque le président Vandakani, en 2018, le président candidat du RDPC avait fait le choix de débuter la campagne. Qui lui garantisse cette sérénité. Le deuxième fait, c'est que bon, il fait la campagne en tant que candidat, mais chef de l'État. C'est important. Quand on a une expérience politique, on ne laisse pas passer ces indications-là, ces indicateurs. Oui, on va dire que rien de nouveau parce que bon, un candidat chef d'État est candidat chef d'État. Mais il y a eu des élections où les candidats chefs d'État sont en péril et paniquent même alors qu'ils sont chefs d'État, où les conditions de l'élection indiquent clairement dès le départ que vraiment il y a ballottage. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc on ne peut pas classer ça simplement dans ce registre-là, à savoir que, bon, on est de nouveau chef d'État candidat. Non, ce n'est pas vrai. Je vois une indication, j'approfondis l'analyse en disant que il fait la campagne en tant que président, c'est-à-dire il est dans ses fonctions de président, il les assume au quotidien et il fait campagne. Et vous pensez que la d'où ce détachement qu'il montre, cette sérénité, et cette autorité présidentielle qu'il n'a pas quitté depuis que la campagne a commencé. Ça veut dire quelque chose. C'est important. Il faut décrypter ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Cette chose-là, Président, est-ce que vous pouvez nous donner l'honneur de la découvrir avec vous? Non, il faut respecter les autres candidats. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Parce que même au dernier jour, quelque chose peut arriver. C'est pour ça que je dis simplement que c'est l'indicateur. Il est serein. Il est confiant. Il est chef de l'État. Il fait la campagne comme chef de l'État. C'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas dire que
ça... Est-ce que cela signifie que le président candidat Biya est face à lui-même, vu la sérénité dont il fait preuve pendant cette campagne? C'est ce que j'ai dit à la dernière émission. Nous l'avons développé terriblement, suffisamment. Nous renvoyons notre internaute. Vous retrouvez les parties sur Internet, sur nos plateformes. Sur nos plateformes. Malgré tous les attaques qu'il y a eu, on a réussi à faire ça. Et puis, on va s'assurer que d'ici vendredi, toutes les missions soient diffusées. En intégralité soient diffusées. Et là, on a tout expliqué. Ce que nous voulions dire, ce que nous voulions dire est signifié par l'idée d'un candidat, Paul Biya, mais qui a pour adversaire lui-même. Parce que face à lui-même, il est pour adversaire lui-même. C'est ce que nous avons dit. Mais avant que vous me posiez votre question, vous me lancez, M. Nguesser, je reviens donc maintenant que j'ai fini avec ce que j'estimais le plus facile. Oui, le timing de cette élection. Le concept de fille aînée de renouveau prend tout son sens dans le contexte camerounais si on rapporte ça à ce qu'a signifié la création de cette province, de cette province devenue région par le chef de l'État une fois qu'il a cédé au pouvoir. Ça s'inscrit dans la pleine conscience qu'il a des enjeux liés à ce que j'ai développé durant cette élection, bien avant la campagne, le nordisme politique au Cameroun. Le nordisme. Nous avons dit que le nordisme n'a rien à voir avec le nord en tant que tel qu'on l'entend, voilà, en tant que région tel qu'on l'entend. Mais ça a à voir avec le mécanisme historique politique, stratégique et géopolitique par lequel la France a bloqué l'indépendance du Cameroun. La France est mise en travers de l'évolution du pays en faussant, n'est-ce pas, l'issue des luttes pour l'indépendance de notre pays. Donc, c'est très important. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, si on laisse de côté cet élément qui est permanent dans les enjeux, ce qu'on pourrait appeler une géopolitique interne au Cameroun, on ne comprend pas ce que signifie extrême nord, fille aînée du renouveau. C'est très important. Donc, le nordisme est le moyen par lequel, je l'ai répété, la France a réussi à liquider l'UPC originel et à garantir le néocolonialisme français au Cameroun. C'est-à-dire tout fait pour que la pré-indépendance soit égale avant l'indépendance. Je veux que les gens comprennent facilement ce que je suis en train de dire. Le deuxième aspect, c'est que ce nordisme-là a consisté aussi par la prise en charge, l'engendrement d'une lutte politique au nord. Et aujourd'hui, ces figures les plus en vue, du moins quand on parle d'opposition, c'est M. Bello, le ministre Bello, et M. Tiroma. On ne parle que de cela. Mais il y en a aussi au sein du DPC. Je crois que c'est seulement parce que... Non, il y en a aussi au sein du DPC. Donc, c'est l'émergence d'une élite qui fait la politique essentiellement dans le cadre stratégique du nordisme. Il faut bien du nordisme. Alors, cette élite politique a pour se maintenir, à croiser le fer avec les élites des autres familles anthropologiques, je vais parler comme ça, qui constituaient le Nord à l'époque. Ce sont ces familles anthropologiques qui constituent aujourd'hui l'extrême Nord, mais avant, c'était une grande province du Nord, dirigée par le fameux gouverneur Ousmane Mey. Donc vous avez les Kerdis, tous ces groupes-là qui aujourd'hui sont à l'extrême Nord et qui étaient dans une bagarre politique, une bagarre historique, anthropologique, avec ce qu'on a appelé le groupe des Peuls. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui structurent fondamentalement la dynamique politique dans cette région-là. Et que le président Biya, en tant qu'héritier de l'État néocolonial camerounais, maîtrise très bien. Donc, dès qu'il arrive,
il fait face à la volonté de reprise en main de l'État par le président Idjo. Il fait face à ça et l'une des réponses qu'il apporte à cette nouvelle donne, c'est la création de la région de l'Extrême Nord. C'est important de rappeler ça pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour terminer avec ça, il y va, il est donc qu'il réserve donc sa première sortie de campagne à cette région, savoir avec tout ça parce que le nordisme est de retour au premier plan. Bien sûr. En avant, là, je l'ai dit, le Premier ministre Bello, ancien Premier ministre, bien sûr. Il faut respecter les fonctions qu'il a occupées, et M. Tiroma. Bon, lui, il ne mérite aucun respect parce que c'est un crypto-ambazonien. Chaque fois que j'ai l'occasion, je ne manquerai pas. Donc, avant, je lui donnais, je reconnaissais les fonctions qu'il a occupées. Maintenant qu'il est allé, qu'il a dévoilé son visage de crypto-ambazonien, il n'a aucun respect désormais. Donc, M. Tiroma, ils sont là les figures d'avancée du retour au premier plan du nordisme et qui, aujourd'hui, comme d'habitude, est activé en arrière-plan par la France dans le cadre de l'axe nord-ouest que nous avons bien mis en scène avant, longtemps avant que les élections, la campagne commence. Nous avons mis ça en premier plan à l'époque. Donc aujourd'hui, ce retour du nordisme au premier plan, dans le cadre de l'axe nord-ouest, est certainement une des raisons qui ont amené le président à consacrer une fois de plus la primeur de sa sortie dans le cadre de la campagne, à ce que vous avez appelé la fille aînée du renouveau. Donc c'est tout cet enjeu-là qui explique cette campagne, cet honneur qui est fait à la région de l'Extrême Nord par Monsieur le Président candidat. Monsieur le Président Bandakani, quand on vous écoute, on a une image qui nous revient à l'esprit, Monsieur le Président. Vous avez dit que le président Paul Biya a pris tout son temps parce qu'il est serein. Ça nous rappelle une image de gamin. Vous étiez quand même, Monsieur le Président, lorsque un enfant de 15 ans avait fait la course d'un enfant de 10 ans. Généralement, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, quand on donne le top départ, il laisse d'abord l'enfant de 10 ans courir. Oui. Et c'est après 7 ans qu'il commence la course, Monsieur le Président, et généralement, il a réussi à arriver le premier. Oui. Et ça dit que le président Biya a fait ceci parce qu'il est certain que sa victoire sera au 12 pour quand même, Monsieur le Président. Je vous ai dit que le respect qu'on doit avoir pour les autres candidats et le fait qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Parce que je vous dis, un événement peut surgir même le dernier jour de la campagne et qui change la donne. Par exemple, le fait que M. Tiroma ait carrément montré son côté ambazonien, que ça passe inaperçu auprès de certaines catégories sociales, pour des raisons évidentes, mais sérieusement, il s'est discrédité. Effectivement. Bon, ça, vous voyez que désormais, il y a un après et un avant par rapport au positionnement, par rapport à ce positionnement qu'il a eu par rapport aux ambazoniens. Il est allé très loin. Emporté par le feuillet de la campagne, il est allé très loin. Et il s'est découvert, et ça va impacter dans son élection. Alors donc, on ne sait jamais d'ici le 12, on ne sait pas ce qui peut arriver. Que le président soit favori, c'est un fait. Il est. Et sa sérénité le prouve à souhait. Mais ce n'est pas suffisant. On peut dire que les dés sont pipés. Monsieur le Président. Président Bandakani, lors de ce meeting à Maroua, nous avons vu le président Paul Biya, par ailleurs candidat du RDPC, tenir un discours d'environ 24 minutes. Et nous voulons nous arrêter sur un pan de ce discours qui a retenu notre attention parce que nous sommes la jeunesse, nous sommes jeunes. Et quand on parle de la jeunesse, il est important que ça nous intéresse aussi. Mais surtout, il a dit qu'il ne... J'ai pris soin de la voix devant moi. D'accord, nous savons que vous êtes un homme au fait de l'information. Nous allons essayer de paraphraser le président candidat Paul Biya. Il a dit qu'il ne se résignerait jamais à la situation actuelle du Cameroun et qu'il ne prendra aucun repos tant que des progrès significatifs n'auraient pas été réalisés en la matière. Surtout, il a reconnu les efforts qui sont faits jusqu'ici, mais il a dit beaucoup reste à faire et pendant ce discours, il a pensé à la jeunesse. Il a dit dans les projets qui sont annoncés par lui
lors de ce prochain mandat, il y a la volonté de diminuer davantage le chômage, qui n'est pas une qualité propre au Cameroun. Et surtout que dans ces projets, dans l'auto-entrepreneuriat, dans les projets économiques, aucun jeune ne serait laissé au bord du chemin, même s'il n'est pas diplômé. Et nous sommes référés au slogan de cette année du RDPC qui a dit « Grandeur et espérance ». Lors de son discours, nous avons réellement vu le président affirmer haut et fort son déterminisme à servir qui reste intact. Mais nous voulons vous demander, vous, président Bandakani, qui êtes homme politique de la scène camerounaise, est-ce que vous avez perçu dans ce discours, en rapport avec le slogan du RDPC de cette élection de 2025, des signaux de grandeur et d'espérance? Grandeur et espérance, ce sont les slogans de campagne du candidat Paul Biya. Je voudrais rappeler lors de la dernière émission que certes, il y a le candidat du RDPC, mais si ça s'affiche, il n'y a pas RDPC. Bien sûr, le néant marqué, les effigies. Ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Alors donc, c'est une parenthèse. Pour revenir à grandeur et espérance, les slogans signifient en quelque l'idée générale qui nourrit le programme d'un candidat et le projet qu'il porte durant une campagne. On peut dire que ce sont des condensés du programme et de la vision que porte le candidat. Donc, en revenant donc sur les engagements du candidat lors du discours de Marois, je maintiens ce que j'ai toujours dit sur ce type d'événements, ce type d'attitude. Les promesses en politique n'engagent que ceux qui croient. Pour ça, il suffit simplement amusez-vous à reprendre le discours de Marois de 2018. Vous mettez ça sur la table, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Qui ont été promis. Qui ont peut-être été promis. Donc les programmes n'engagent que ceux qui y croient. Mais de manière plus approfondie, je dirais simplement qu'il suffit de convoquer ici les mandats précédents et de reconvoquer ici les engagements du président dans les mandats précédents. Vous allez voir que le président et ses collaborateurs ont toujours mis en avant les difficultés liées au contexte international. Pour justifier. Voilà, pour justifier le fait que les résultats n'ont pas été atteints. Par exemple, lors de la dernière élection, 2018, il y a beaucoup de choses. Les Cameroun, de grandes opportunités. On ne les a pas beaucoup vues, ces opportunités. Donc, ça peut dire quoi? Ça peut dire que à partir d'une telle observation, d'une telle analyse, il faut être extrêmement vigilant. Il faut avoir de la distance à l'égard des promesses présidentielles. Ça ne veut pas dire que nous faisons fi de la réalité de ces difficultés. Et nous ne sommes pas de ceux qui disons que rien n'a été fait. Non, on n'est pas dans ce registre. Nous défendons tous les jours les acquis. Mais comme le président lui me le dit, ces acquis-là signifient simplement qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est lui-même qui l'a dit. Les modestes, en tout cas. Voilà. Alors, le président a su garder la modestie. Il s'est éloigné du triomphalisme qui aurait certainement desservi sa campagne. Donc, moi, je dis, c'est à cette tour-là qu'il faut analyser la valeur de la grandeur de l'espérance. Et de l'espérance. Les slogans précédents étaient tout aussi géniaux, très expressifs. Grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités. Toi, c'est beau à écouter en tout cas. Oui, mais ça laissait beaucoup de Camerounais sur la fin. Donc, ce n'est pas à l'aune d'un discours présidentiel qu'il faut analyser la capacité à tenir cet engagement. Mais plutôt
la capacité du président à affronter les éternelles difficultés qu'il convoque chaque fois pour justifier ce qui a été fait, ce qui n'a pas pu être fait. Est-ce que le contexte a changé? Moi, je pense non. Non. Le monde est toujours incertain. Les contraintes géopolitiques continuent de peser énormément sur nos pays. Et puis, la capacité même de nos pays à s'arrimer aux changements géopolitiques mondiaux. Certes, à ce niveau, le président a beaucoup fait, mais il y a le problème de l'adéquation entre le rythme présidentiel, la volonté présidentielle, la capacité de son administration à supporter ou bien à assurer les exigences de la volonté présidentielle. Ça se voit dans la manière avec laquelle on exécute les projets. La culture même de notre administration, sa culture, la manière dont elle a toujours envisagé son rapport à sa position et au peuple camerounais, aux populations, le taux d'exécution réel de certains projets qui sont des projets structurants, ça a un sens. D'ailleurs, quand le président dit que dès l'année prochaine, il va rapidement dans un programme spécial s'arranger à ce que les routes dégradées retrouvent leur beauté et leur opérationnalité, ça veut tout dire. Il parle de programme spécial, ça veut dire en principe que le programme normal n'a pas bien fonctionné. C'est tout, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, il faut aborder ça avec la gravité et le sérieux que tout ça nécessite. Notre pays négocie un tournant déterminant. Ce n'est pas à l'aune de tous les programmes que vous entendez au château là qu'il faut envisager l'avenir. C'est plutôt par la capacité des Camerounais à être à la hauteur des exigences qui nous sont imposées par les grands bouleversements que le monde connaît, mais aussi par nos tâches internes. Nos tâches internes. C'est valable pour l'administration, mais c'est valable aussi pour chaque citoyen camerounais. Voilà. Monsieur le Président, votre propos nous donne l'impression de ne pas être trop optimiste, Monsieur le Président. Non, je suis sérieux. Le meeting du président Paul Biya était un meeting plein de liesse, plein d'effervescence, Monsieur le Président. Non, ce n'est qu'à ce niveau que moi j'analyse l'évolution du Cameroun. Les meetings pleins de liesse, il y en a toujours eu. En 2018, il y avait de la liesse à Maroua. On avait regardé les images. On se souvient. Il y avait de la liesse. Il y a toujours la liesse. Il y a la liesse dans les meetings, par exemple, du LDPC. Il y a la liesse. Il y a la liesse dans d'autres meetings. Il y a la liesse dans le meeting de M. Chiroma. Pour ne pas citer il y a la liesse partout. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que nous, au regard de notre position, au regard de nos engagements, de notre positionnement, ce n'est pas à ce niveau que nous on va analyser les choses. Donc nous ne pouvons pas être impressionnés par la liesse, par la fiesta de campagne. Non, il y a des choses sérieuses. Le pays négocie un tournant majeur. D'ailleurs même, c'est évident que le choc qu'il y a entre l'optimisme présidentiel lié à la campagne et les problèmes de sécurité, les menaces qui pèsent sur notre pays montrent qu'on sait où sera accordée la priorité. Sur mon regard. Voilà. Donc, la sécurité, c'est lié à l'environnement international. Voilà. Et toute la pression qui découle des rapports de force liés à cet environnement international et qui pèse sérieusement sur notre pays et dans cette campagne. Vous parlez du rôle d'un pays comme la France, du rôle de la prédation internationale. Tout à l'heure, on y reviendra. Non, l'enjeu, ce n'est pas la capacité du président à tenir ses promesses. Parce qu'on connaît les problèmes qu'il y a à ce niveau. Structurel. Voilà, à ce niveau. Et le rapport de force entre le président et son administration, du moins la composante la plus élevée, la plus avancée de son administration. Ça se traduit parce qu'on voit des projets sabotés, des projets bloqués, des rythmes d'exécution extrêmement lents, alors qu'en même temps, la corruption n'a pas cessé d'exploser, le détournement de fonds n'a pas cessé d'exploser, l'inertie s'est aggravée, etc. Qu'il dénonce lui-même l'inertie. Très très bien. Donc, nous, on ne fait que reprendre ce que le président dit. On ne va pas nous accuser de... On reprend ce que le président dit, c'est mieux comme ça. Donc, tout ça montre qu'il faut attendre le président ailleurs. Il y a des choses plus sérieuses. C'est un tournant que le pays négocie.
Et mon point de vue, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut analyser tout l'enthousiasme qu'on peut voir auprès de certains candidats et le volontarisme d'une part et le volontarisme présidentiel de l'autre part. Monsieur le Président.